Tout homme ou institution qui essaiera de me voler ma dignité perdra. Ces mots sont les mots de Nelson Mandela. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, c'est un combat perpétuel que celui de garder son honneur et sa dignité propre. C'est cette cause que je défendrai durant le temps qui m'est imparti. Et quelle cause? Quelle cause, puisqu'il ne peut y avoir de société raisonnable sans honneur et sans dignité. C'est pourquoi Jean, mon client, a frappé ma porte, découvrant un jour, dans un journal, la photographie de son défunt frère. Mort au cours des tragiques événements à Paris en novembre dernier, où les hurlements et le sang couvraient les détonations d'explosions et le sifflement des balles. Oui, Pierre fit partie de ces victimes ce jour où Paris semblait être à genoux, où elle perdit un rayon de sa splendeur et une part de son honneur. C'est sur ce sol parisien que Pierre rendit son dernier souffle, et c'est alors que le corps, encore chaud, un journaliste le prit en photo en dérobant par là même une dignité qui n'était pas la sienne. Cette photographie fut étalée sur la page d'une presse à sensation. Le cadavre de Pierre étant soumis à la vue de tous et bâillonné par la mort, c'est son frère qui aujourd'hui lavera son honneur en ces lieux sacrés et consacrés à la justice. Aujourd'hui, ce n'est pas le procès de la liberté d'expression, non. Aujourd'hui, c'est le procès de ceux prêts à tout pour obtenir une nouvelle sensationnelle, une image choc ou une confidence dénigrante pour vendre du papier quitte à s'arranger avec la loi. Un monde de compétition écrasant sur son passage la vie privée, l'honneur et la dignité de certains citoyens déjà victimes. Alors mon propos s'organisera en deux temps. Tout d'abord, la violation du respect dû au défunt, engendrant par là même un préjudice moral et psychologique sur sa famille. Puis, dans un second temps, l'abus volontaire de la liberté d'expression. Si les droits liés à l'intégrité morale cessent bel et bien avec le décès d'un sujet de droit, il va sans dire que le respect dû au défunt est nécessaire. En effet, l'article 16 du Code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Alors la photographie de Pierre viole-t-elle le respect dû au corps humain? La première chambre civile de la Cour de cassation, le 20 décembre 2000, énonce un arrêt de principe, je cite, « Une atteinte à la dignité de la personne humaine consistant dans la publication d'une photographie représentant le corps et le visage d'une personne gisant sur la chaussée. » Pierre était là, sur ce sol froid de novembre, par terre, le sang coulant le long de son corps encore tiède au moment où la photo a été prise. Et le Code civil poursuit en son article 16-1-1, qui dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, je vous le demande, où se trouve le respect dû au corps? Où se trouve l'honneur de cette personne? J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé une once de retenue dans cette exposition. Et cette dignité perdue a profondément touché sa famille, déjà affectée par la mort de ce jeune homme. Retirer leur honneur aux morts, c'est ajouter au malheur du monde et à ceux des familles déjà accablées. L'article 9 du Code civil dispose que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Et en effet, Pierre faisait partie de leur vie privée, un protagoniste fondamental dans leur équilibre de vie. La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de principe le 22 octobre 2009 qui donne la possibilité à la famille du défunt de faire valoir la violation de la vie privée. Je cite, « Si les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès, c'est à la condition d'en éprouver un préjudice personnel établi, déduit le cas échéant d'une atteinte à la mémoire ou au respect dû aux morts. » Pierre s'en est allé il y a tout juste 5 mois. Ces 5 mois n'ont pas suffi à la famille pour passer leur deuil et les blessures encore vives. Ils subissent aujourd'hui un deuxième coup préjudiciable. Il est alors légitime que la famille puisse se retourner contre ce journal. Concernant maintenant la liberté d'expression, il est vrai que la liberté d'expression est un pilier fondamental de notre démocratie. Il n'empêche que cette liberté n'est pas absolue. Non. L'information est un droit primordial, mais je vous le demande, cette photographie bafouant la dignité du défunt est-elle réellement une information d'intérêt général?
Rappelons d'abord à certains journalistes la charte d'éthique professionnelle des journalistes qui énonce le respect de la dignité des personnes, ou bien encore la charte européenne des devoirs et des droits des journalistes de 1971 qui, en son 5e point, s'oblige à respecter la vie privée des personnes. Mais cela, les pseudo-journalistes du Petit Paris n'en ont sans doute pas prêté attention, non. Car où se trouve l'information en publiant la photo d'un homme à terre et que le métal a traversé de part en part? La jurisprudence de la Cour de cassation du 20 février 2001 nous apprend qu'un journal peut publier la photographie d'une personne lors d'un attentat dès lors que l'on ne puisse pas réellement identifier la personne et sous la réserve du respect de la dignité de la personne humaine. Pierre, sur cette photographie, était parfaitement identifiable. Alors il est bon de savoir, mais il n'existe pas d'intérêt réel à présenter cette image, mis à part de montrer la vue du sang et de choquer. Oui, choqués, car nous ne sommes pas sans savoir la compétition permanente qui règne dans ce monde journalistique et la convoitise d'une popularité brève rendant opportunistes certains acteurs de la profession. Alors on m'avancera peut-être l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2004 où Paris Match avait publié, dans le cadre d'un article intitulé « Route, la guerre oubliée », la photo d'un jeune homme inanimé, à demi dévêtu et le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes, sous-titrés par la légende. Il faisait la course en scooter, il avait 16 ans, les médecins ne pourront le réanimer. La photographie fut autorisée car elle était justifiée par, je cite, le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomènes de société. Ce jeune homme fut malheureusement acteur de sa mort en commettant une faute au code de la route. Ici, c'est une sensibilisation au danger de la route qui permit au journal de conserver cette photographie. Mais pour l'histoire qui nous intéresse, Pierre ne fut pas acteur de sa mort, et l'exposition de son cadavre n'a pas de but éducatif ou nécessaire à l'intérêt général. Il était là au mauvais endroit quand il s'est fait tuer. Il était là au mauvais moment, lors de la prise de ce cliché. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, il est impensable que dans notre état de droit, le respect à l'honneur et à la dignité puisse être bafoué en raison d'une fausse idée de l'intérêt général. Rien ne pourra réparer la tristesse et le désarroi de la famille du défunt. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, lavez l'honneur de ce jeune homme. Il en va de l'intérêt national que chacun d'entre nous puisse conserver sa dignité et son honneur durant la vie et après la mort. Terminons sur ces mots du philosophe écrivain Pierre Lecomte d'Inouï, qui dit qu'il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité humaine. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, c'est pour cela que je demande aujourd'hui le retrait du journal incriminé en raison de la violation des articles 9 et 16 du Code civil. Je demande de plus le versement d'une somme de 4 000 € au vu du préjudice moral subi par le frère du défunt au titre de l'article 9 et 16 du Code civil. Je demande également le versement d'une somme de 200 € journaliers d'astreinte au titre de l'article L131-1 du Code de procédure civile d'exécution. Ce faisant, vous n'oublierez pas de condamner le journal au versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépôts. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, les journaux de nos jours ne sont-ils pas la plus belle impression de la liberté d'expression? Réceptacle de cette prérogative individuelle propre à chacun, pinacle des victoires d'une lutte pour certains sans lendemain, les journaux de nos jours ne doivent pas connaître l'oppression. La presse serait bien réduite néanmoins, sans aussi la double courroie informative parachevant ce diptyque on ne peut plus démocratique des libertés d'expression et d'information. Et voilà que dans une débâcle assurément fatale, l'on cherche à ériger l'obstacle soi-disant sentimental de l'atteinte à l'honneur et à la dignité humaine. Dans quel immonde monde vivons-nous? Qu'on ne se méprenne pas toutefois. Je vous arrête sur mes intentions. Il nous a tous été enjoint de nous remémorer les tragiques événements du Bataclan. Personne ici ne saurait réduire l'horreur des actes perpétrés à ce jour, et je conserve moi-même un indéfectible sentiment de tristesse et d'empathie pour les victimes, leurs amis, leurs familles.
Ensemble, nous devons garder ces attentats en mémoire. En revanche, si c'est irrespect que de négliger la douleur des obsèques qu'ont dû connaître les proches, il n'est pas irrespectueux que de ne pas être obséquieux envers ces derniers. N'oublions pas le 13 novembre, ne l'oublions pas. Mais lorsqu'une histoire n'est pas encore de l'histoire, comment le faire autrement que par des hommages? Certes, le demandeur déjà peiné par la mort de son frère a pu être contrarié et attristé de constater en page 6 du quotidien que je défends la photographie du cadavre de son frère jumeau. C'eût été allé bien vite toutefois que de ne pas donner sa place à la raison derrière la parution. Car c'est souvent en effet que les photos sont prises d'après un objectif. Commémorer, rendre hommage, célébrer, voilà le grand pari que s'était donné le petit Paris pour le numéro spécial entièrement consacré à cette cause. Je ne développerai pas plus les faits, ils parlent déjà d'eux-mêmes. Sans plus attendre et aussi cliché que ce soit, j'annonce la trame de ma réponse. Je défendrai d'abord ardemment la liberté d'expression qui ne peut, à mes yeux, ne pas faire droit en l'espèce face à une pseudo-atteinte à la vie privée, puis je relativiserai l'atteinte à la dignité humaine vis-à-vis de la liberté d'information pour enfin inciser l'imprécision des fondements de la demande formulée. Attachons-nous d'abord à démontrer qu'il n'y a pas d'abus des libertés d'expression et d'information. Ces libertés sont consacrées dans la DDHC, mais aussi à l'article 10 de la CEDH. L'alinéa 2, il est vrai, prévoit des limites ces restrictions. Celles-ci ont pourtant des conditions de validité. Il y en a 3, mais à mon sens, nul n'est besoin d'aller au-delà de la première. À savoir, les limites doivent être prévues par la loi et la Cour ajoute « Encore faut-il que la loi soit claire, prévisible, accessible selon l'arrêt Sunday Times de 1979. » Les articles 9 et 16 du Code civil sont très laconiques, ce qui a conduit une jurisprudence bienvenue à même de préciser des contours à la notion de vie privée comme de dignité humaine. Mais il ne s'agit pas de loi proprement dit, et force est de constater que la jurisprudence n'est clairement pas ce qu'il y a de plus accessible pour les citoyens. En l'espèce, le Petit Paris a fait paraître une édition dans laquelle il commémore les victimes des attentats de Paris avec toute la bonne foi de l'ensemble de ses journalistes. Le cadavre du frère de la demande est représenté toutefois. Parce que nous sommes hommes et avons chacun des fêlures, j'appelle l'audience entière à s'interroger sur un autre point crucial. Si nous commençons à retirer de notre vue les cadavres pour les mettre au placard, qu'adviendra-t-il par la suite? Combien de corps cacherons-nous encore? Faire disparaître le sang pour humer les fumées de l'encens? Faire disparaître 100, puis 1000, puis 1 million de pauvres airs errant dans l'enfer afférent à l'oubli? Songez un peu à ce cauchemar de cornus tordus en macabre cambrure, torturés selon cornus démons par palabres et brûlures. Ces morts passés et torturés du futur, nous ne les connaissons pas. Mais personne n'ignore ce cri, doux rêve pour lequel ils se sont tant battus et à tant se battront. Démocratie. Comme écrit le juriste Rabanas, un monde sans regard serait un monde aveugle sur lui-même. La dignité de la personne humaine n'en sortirait pas protégée, mais blessée. Venons-en justement à cette dignité humaine. Comme indiqué précédemment, elle est issue en droit français des articles 16 et 16-11 du Code civil. Invoquer la dignité humaine semble d'abord plus approprié, je le concède. C'est uniquement dans leur sentiment à l'égard du défunt et non de leur intimité que les familles sont offensées. Assimiler par ailleurs l'atteinte au sentiment des proches à une violation de leur intimité révèle une confusion entre le préjudice moral et l'atteinte à la vie privée. Mais voilà, il existe un arrêt de 2e chambre civile du 4 novembre 2004 sur la photo sanglante d'un jeune accidenté de la route qui dispose que le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomènes de société. Les attentats sont assurément un débat général de société, reste à regarder la dignité humaine. Or, selon l'arrêt cité, il n'y a pas eu d'atteinte à cette dignité selon la liberté d'information. On m'a mis en garde de traiter de cet arrêt, voilà pourquoi je souhaite le mettre en relation avec un autre. L'arrêt du 20 décembre 2000 relatif à la photo du préfet Erignac assassiné, gisant sur la chaussée. Tout comme lui, le jeune conducteur de scooter était identifiable. 2 solutions. On en déduit, encore une fois, les divergences et incohérences des jurisprudences, ou bien on en déduit que le critère de distinction se base sur le caractère médiatique des personnes concernées.
La différence de traitement proviendrait ainsi de la célébrité existante ou non. Si tel est le cas, le frère du demandeur non célèbre, la dignité pourrait être restreinte par la liberté d'information. La dignité humaine souffre déjà de nombreuses exceptions à propos de l'indisponibilité du corps humain et demeure vis-à-vis des défunts très obscure. Qu'on demande à chaque personne de la salle qu'est-ce que la dignité humaine, même parmi vous, mesdames, messieurs les juges, et nous aurons chacun non des définitions, mais des conceptions personnelles plus morales que juridiques. Il est vrai que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 relatif à l'affaire Ilan Halimi déclarait qu'il est contraire à la dignité humaine la publication sans autorisation de la victime d'un crime dans des circonstances suggérant la torture, dénotant indécence et recherche du sensationnel. Mais justement, c'est ici que nous devons nous arrêter pour interpréter attentivement la jurisprudence. Cette recherche du sensationnel, fait-elle référence à la photographie de manière générale, ou bien aux circonstances suggérant la torture? Vous conviendrez que les affaires diffèrent complètement entre l'image d'un vivant torturé, arme braquée sur la tempe, et un mort. Il s'agit d'une histoire de degré de sensibilité. Les termes eux-mêmes manquent de précision. Et l'arrêt du 20 décembre 2000 de première chambre civile ne fait-il pas part de l'importance de la souveraineté d'appréciation des juges du fond lors d'une incertitude sur la portée d'une interdiction? Je souhaite enfin attirer l'attention sur le fait qu'en l'espèce, le Petit Paris ne pâtit pas d'une réputation de presse à sensation, contrairement au magazine de l'affaire Halimi. Chaque jour, des milliers de Français ont accès à ce journal qui ne souhaite que remplir une mission, informer. Je l'affirme fermement, il n'y a pas recherche du sensationnel. Quant aux chartes qui ont été invoquées, la liberté d'expression et d'information sont au même niveau que la dignité humaine. En ce qui concerne l'examen de la demande proprement dit désormais, je soulèverai 3 points. Il est ici demandé une réparation pécuniaire. Voilà pourquoi j'évoquerai un simple instant l'existence du FGTI. Qu'est-ce donc? C'est le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, entendez largement attentat. Pour tous les ayants droit en cas de défait, les frais d'obsèques et les préjudices moraux liés à la mort sont pris en compte par ce fonds. Peut-être plus cynique que scénique, la demande semble oublier ces possibles indemnisations antérieures pour en chercher de nouvelles. Deuxièmement, il est demandé à ce que l'édition du journal tout entière soit retirée. Retirer des kiosques une édition dans son intégralité est une décision très rare, car très grave. Elle ne survient généralement que lorsque la une elle-même est très choquante et contestable, comme ce fut le cas pour l'affaire Oisebdo. En l'espèce, la une est tout à fait respectueuse en ce qu'elle représente une foule de Parisiens rendant hommage. Elle ne saurait par conséquent choquer que pour des motifs déraisonnables. Au demeurant, le journal a été déjà vendu il y a de cela plusieurs jours. Permettez-moi de douter sur l'opportunité réparatrice. Quel intérêt que d'avoir vendu les invendus, surtout lorsqu'ils n'existent pas. Je tiens pourtant à être rassurant, je ne crois effectivement pas que cette édition se revendra excessivement sous les manteaux. Pour battre en brèche, abattre brèche l'article fondement de la réparation, je rappelle enfin que les arrêts de première chambre civile des 20 décembre 2000 et 1er juillet 2010 indiquent bien que l'action en réparation du préjudice moral ne peut se fonder que sur l'article 1382. En effet, l'article 9 est à exclure puisque la vie privée du défunt s'éteint, nous l'avons vu, avec sa vie, selon un arrêt du 14 décembre 1999 de première chambre civile. Transformer une victime en victoire. C'est aujourd'hui un objectif commun basé sur des adjectifs distincts. Personnel contre général. Incertain contre stable. Macrocéphale contre équilibré. Je ne vous fais pas l'insulte d'expliciter quels adjectifs dans les binômes formés sont relatifs à la demande et lesquels le sont à la défense. N'oublions pas que les premières victimes de 2015 ont été les journalistes. Ce n'est pas sans raison. Nous sommes dans une impasse. C'est à vous de décider si la justice doit continuer à trouver des subterfuges pour assurer la paix des morts grâce à la vie privée et la dignité humaine, ou au contraire tirer l'alarme en respectant la loi à la lettre pour en prouver les insuffisances et inciter à réforme. Voilà pourquoi je demande à ce que le demandeur soit débouté de ses prétentions et soit condamné au versement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi bien sûr qu'aux entiers dépens.